va vous parler effectivement de cette question du sauvage dans nos métiers, mais en l'articulant parce que ça nous a semblé important avec Emmanuel, mais aussi parce que ça fait écho à beaucoup de choses que vous avez entendues depuis le début de la semaine, en articulant cette notion à celle du temps dans lequel on vit, du temps de l'époque, mais aussi du temps de notre rapport au temps dans notre métier, notre façon de faire projet, de faire le projet. Et ce qu'on vous propose là pendant les 40 minutes qui viennent, c'est de voir comment on peut reconquérir le temps, c'est-à-dire se réapproprier le temps du projet dans une culture plus proche du temps de la nature, en fait, de notre temps naturel, une sorte de respect de la chronobiologie de l'élaboration du projet. Et ça nous a paru une bonne manière d'entrer en matière. Et avant de rentrer tout à fait dans le jus, je voulais vous redire une chose. C'est un article qui est paru dans Le Monde qui m'a paru extrêmement interpellant sur cette question de la transition, de notre rapport à la nature, aux ressources, à ce qui est disponible et au temps qui nous reste. C'est que chaque année, en fait, il y a une date, une sorte de date de mauvais anniversaire, de mal anniversaire, que l'on ne célèbre pas, qui est la date à laquelle l'humanité a déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète peut produire. D'accord ? On commence, on est déjà en train de manger, en fait. Hein, au 1er janvier, on est déjà en train d'entamer les choses. Jusqu'à cette année, cette date reculait. C'est-à-dire qu'en 1971, on avait tout consommé, ce qui était disponible pour l'année, grosso modo, c'est une façon de calculer, hein, les ressources qu'on mobilise, au 20 décembre. Donc on avait eu le temps d'aller jusqu'au 20 décembre. En 2019, on avait le temps d'aller qu'au 29 juillet, c'est-à-dire notre consommation des ressources était telle qu'on avait déjà tout dépensé au 29 juillet. Et cette année, pour la première fois depuis 1971, nous avons gagné du temps. C'est-à-dire que cette année, cette date anniversaire n'était que le 22 août. Soit on a gagné 3 semaines en fait. On a amélioré ce jour de 3 semaines. Alors c'est dû à quoi ? C'est dû au Covid. Hein. C'est dû à cette espèce d'arrêt forcé et fort malheureux de la consommation à l'échelle mondiale. Mais ça nous dit quoi ? Ça nous dit que par des actes malheureux, certes, et pas souhaitables à l'avenir, on est quand même capable d'infléchir cette courbe. Et donc, on n'est pas du tout dans le domaine des utopies, mais de la possibilité de réaliser quelque chose pour améliorer nos conditions de vie sur Terre dans le temps qui nous reste. Et puis la deuxième question que je me suis posée, moi, avant de vraiment démarrer aussi sur ces sujets-là, c'est la question, parce qu'au départ, on nous avait interrogé sur la notion de transition. C'est-à-dire, la commande, entre guillemets, de la conférence d'aujourd'hui, c'était de savoir qu'est-ce que c'est la transition, est-ce que c'est difficile d'entrer en transition quand on est architecte ou designer. Et en fait, avec Emmanuel, la première fois qu'on s'est vu à Paris, dans le Marais, avant l'été, on s'est interrogé sur ce que ça voulait dire transition, parce que transition, c'est aller vers quelque part, c'est aller quelque part. On transite, on n'est pas dans un état de transit permanent, on va quelque part. Et ça pose la question de savoir où est-ce qu'on veut atterrir, en fait. Je reprends là les termes du dernier ouvrage de Bruno Latour qui s'appelle « Où atterrir ?» et qui pose la question en fait de la direction qu'on prend et de ce qu'on veut devenir, et nous en tant qu'enseignants, de là où on vous mène, vous, en tant que futurs jeunes architectes et designers, comment vous allez vous positionner dans le monde, comment on vous guide et où est-ce qu'on va là comme ça. Et donc il est question dans ce rapport au temps aussi de chemin. Un temps, c'est un chemin. Le temps sauvage, la vie naturelle, c'est un chemin qu'on va essayer de débroussailler avec vous pendant cette conférence. Alors, d'où partons ? Du coup, c'est la question que tu poses, qu'on s'est posée. En revenant sur cet ouvrage qui date de l'année dernière de Cyril Dion, après tous ces constats souvent assez attristants, voire terrifiant, Cyril Dion nous dit quand même qu'une des voies de solution, une de ses recommandations, c'est quand même le recours au récit. C'est-à-dire de revenir à un récit qui réussisse à contrecarrer ou à s'opposer au récit qui est lié au progrès, au capitalisme, tout ce qu'on sait, qui est de nature productiviste et qui consomme la planète de façon extrêmement rapide. Le récit fabuleux par nature, c'est le mythe, c'est vraiment la mythologie. Ici on voit Icare, et là-dessus,
s'est aperçu ensemble que un mythe originel qui questionne la question de notre rapport à la nature et en même temps notre rapport au temps, c'est celui de Robinson. Robinson, enfin toutes les Robinsonades en fait, hein, depuis l'histoire le livre de Daniel Defoe jusqu'à aujourd'hui, je vais vous en montrer quelques autres, est structuré à peu près dans les mêmes phases. On a 3 temps. On a un premier temps qui est celui de la grande rupture, une véritable table rase, c'est-à-dire c'est le naufrage, hein. C'est-à-dire que le cours de la vie de Robinson ou du Robinson s'interrompt violemment et il ne peut plus continuer comme avant. Ensuite vient un second temps, et c'est celui-là qui nous intéresse, qui est le temps nous on a appelé le temps du sauvage, qui est en fait le temps où Robinson reconstruit petit à petit une vie, pas forcément la vie d'avant, mais une vie, un monde, un environnement, avec ce qu'il a autour de lui. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il a en particulier une richesse abondante, c'est le temps. Et notamment, il a le temps de reproduire, de reconstruire, de refabriquer, en prenant tout son temps et en mêlant le temps de travail, le temps de production, de fabrication, avec sa vie qui s'entremêle. Quand il ne peut plus travailler, il attend. Quand les intempéries le cessent et le laissent bosser, il travaille, etc., etc. Et enfin, à la fin du mythe, il y a effectivement soit le retour, ça dépend des ouvrages, hein, le retour à la vie d'avant, ou soit parfois le choix aussi de rester dans cet état-là de nature. J'ai lu une thèse, c'est totalement hasard, mais sur justement les Robinsonades, et qui faisait un constat assez hallucinant, qui était que les Robinsonades depuis Crusoe, et en fait depuis Jules Verne, qui lui parle vraiment de progrès dans les mystérieuses, etc., c'est l'acmé du progrès, mais depuis en fait Michel Tournier, jusqu'à La plage, Les prisonniers du paradis et Sa Majesté des mouches, on s'aperçoit que les Robinson ne parviennent plus à construire, n'y arrivent plus. Ou soit ils y arrivent et c'est démoli, c'est le cas dans Vendredi, la vie sauvage, soit ils n'y arrivent tout simplement pas, ils n'arrivent pas à s'organiser, ils n'arrivent pas à le faire. Et comme quand on réfléchit que le mythe de Robinson, c'est quand même un miroir qui nous est renvoyé, une façon de faire un écart par rapport au monde et de regarder où on en est de notre rapport avec la nature, comment on se situe, c'est quand même assez alarmant. C'est-à-dire que même en fiction, on n'arrive plus à reconstruire. Ça c'est pour rigoler, mais le Jurassic Park, c'est une forme de Robinsonade aussi. Et King Kong en est aussi une. Et ça se finit très très mal, les deux. Et alors, le plus fort, c'est, je ne sais pas si vous avez en tête le film Passengers, qui est une forme de Robinsonade aussi dans l'espace. Alors lui, il y arrive. Ils arrivent à reconstruire, ils arrivent même, c'est la deuxième image, à se fabriquer un jardin d'Éden. Mais la condition, l'histoire de base de ce film, c'est quand même qu'on a quitté la Terre. Donc, en fait, c'est assez alarmant. Alors, un petit pas de côté, la question qu'on peut se poser, c'est dans Robinson, comment on peut caractériser l'architecture de Robinson? En fait, d'une certaine façon, enfin pas d'une certaine façon, c'est de l'architecture vernaculaire. C'est-à-dire, c'est une façon de dérouler la définition, c'est la rencontre d'un milieu, donc c'est sa forêt, son île, ce qu'il a vraiment autour de lui, mais autour de lui à quelques pas, hein, c'est vraiment immédiat. La rencontre d'un mode de vie, c'est ses besoins à lui, et dans le vernaculaire à la campagne, c'est vraiment les besoins d'un mode de vie à une époque donnée, et de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on peut faire qu'avec ce qu'on a, qu'avec ce qu'on maîtrise, et Robinson fait que ce qu'il peut faire. Et d'une certaine façon, nous on se dit que l'architecture vernaculaire, enfin, ça n'a rien de nouveau, et puis on l'a entendu dans les conférences précédentes, constitue une sorte d'idéal architectural. Ça a été beaucoup répété. De cet idéal, alors qu'est-ce qui nous en a éloignés? C'est quand même une question importante à se poser. Et il y a en gros 3 hypothèses dans les lectures qu'on peut faire sur ce qui nous a fait quitter, bifurquer de cette trajectoire de l'architecture vernaculaire aujourd'hui. La première bifurcation possible, c'est effectivement l'ère industrielle. On situe ça autour de 1830. C'est tout d'un coup une accélération du monde avec des besoins qui s'accumulent, qui vont très vite.
beaucoup plus de besoins et donc une nécessité d'industrialiser la construction. Certains autres, notamment chez les confrères qui écrivent des essais, accusent la période moderne, là c'est le plan voisin de Le Corbusier, en disant c'est une forme d'industrialisation et d'internationalisation de l'architecture, donc une façon de concevoir l'architecture ex nihilo, c'est-à-dire sortie de son environnement. On peut concevoir de l'architecture moderne partout dans le monde avec le même dessin, avec la même plastique, voire avec le même matériau. Nous, on se demande, on a une version un peu différente qui est moins fréquente dans la littérature, mais qui existe aussi, c'est de se dire que peut-être que ça s'est joué, et c'est un peu inquiétant pour nous, beaucoup plus tôt, au moment de l'apparition des architectes. C'est-à-dire, en schématisant évidemment, ça fera probablement grincer les historiens, mais de se dire qu'au gothique, au moment, donc c'est les tailleurs de pierre, les maîtres tailleurs de pierre qui participent à l'élaboration des cathédrales, qui mettent des décennies, voire plus, à se construire. Petit à petit apparaît, au moment de la Renaissance, l'apparition d'un super maître pierreux qui va concevoir et qui va commencer à tracer, à dessiner des plans et donc à anticiper la construction, à commencer à projeter vers la réalisation, donc à s'éloigner du site, du chantier, du terrain. Et ce qui donne, je vous mets un plan d'une villa palladienne, mais qui donne un glissement d'une architecture extrêmement ouvragée, spectaculaire, qui est quand même plein de prouesses techniques dues à la main, dues à l'intuition et dues à une conception empirique, à une architecture qui devient extrêmement cérébrale, symétrique. Le plan Palladio, il n'y a pas plus cérébral, mais du coup qui s'éloigne quand même de la réalité et de la réalité du terrain. Là, je fais un transfert une transition un peu scandaleuse, c'est que du coup, on en arrive à c'est notre milieu maintenant. Alors, contrairement à l'île de Robinson, nous, c'est ça notre environnement maintenant. Notre réserve de matériaux, c'est ça. Donc, les plateformes de matériaux, des catalogues, des produits, voilà. Notre place dans ce système, elle est là. Alors, tout à gauche, vous voyez, si vous cherchez bien, on retrouve l'architecte. Du coup, ça prendrait évidemment l'objet d'une autre conférence, beaucoup plus de temps pour dire, mais pour essayer d'expliquer comment on a perdu du terrain comme ça, comment on a pu s'éloigner de la centralité, de la maîtrise du projet, mais manifestement, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à rendre service ou à rendre un service à la communauté suffisant. C'est pour ça qu'on nous a relégués dans les marges. C'est pour ça que l'architecte est aussi peu maintenant maître, en tout cas en France, de la production des ouvrages. Alors, c'est pour ça qu'on est là avec Raphaël Laure, c'est la question de comment on peut se réorienter là-dedans et peut-être, s'il y a eu bifurcation, essayer de voir comment on peut retrouver un chemin plus vertueux. Une première chose, c'est déjà, si vous allez l'apprendre assez vite, peut-être trop vite, c'est que le projet, c'est des pièces graphiques et des pièces écrites. Donc il y a déjà là deux façons différentes de s'abstraire de la réalité, deux façons différentes de décrire une réalité sans la toucher du doigt, sans la manipuler. C'est bien contraire à ce que Mathieu nous a montré en fin de matinée ce matin, où nous avons la chance d'être à la fois concepteur et réalisateur et d'alterner en tout cas le contact avec le terrain et la conception un peu éloignée, avec un nécessaire éloignement pour pouvoir projeter, faire mieux, essayer d'être plus ambitieux. Peut-être que reprendre pied dans le réel, c'est aussi changer nos outils, ou réfléchir à nos outils. Aujourd'hui, on est en train de se généraliser, encore que, à mon avis, c'est discutable, parce que comme beaucoup de bureaux d'études commencent à y renoncer pour des questions de coût, mais un outil qui s'installe, en tout cas qui se généralise, c'est le BIM. Le BIM, qu'est-ce que c'est? C'est exactement un outil de conception qui permet de piocher dans le catalogue qu'on a vu avant. Alors, il est un peu plus chic que le catalogue de bas de corps, mais c'est la même chose. C'est vraiment piocher dans un catalogue pour concevoir une architecture. Ce qui revient, c'est Raphaël Ménard qui disait ça, si on était cuisinier, on se met à cuisiner déjà, on ne sait plus d'où viennent nos produits naturels, mais en plus on cuisine à partir de plats tout préparés. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui.
reprendre pied dans le réel, c'est aussi être curieux. Mais ça a été beaucoup balayé jusqu'à maintenant. On l'a entendu ce matin d'une façon extrêmement intéressante, avec le travail de Sophia, c'est ça. C'est être curieux, c'est se poser des questions. C'est-à-dire se demander, là, on aime beaucoup les terrasses en IP. C'est vachement beau l'IP, et puis c'est super dur. C'est vraiment un bois exceptionnel en performance. Mais un IP, c'est un arbre qui pousse au milieu d'autres arbres. Donc quand on le prend, il a beaucoup de valeur. Mais quand on coupe un IP, on fait un trou tout autour. Et on a un coût sur la flore, sur le végétal qui est énorme. Sans compter évidemment d'aller le piocher au Brésil pour le faire venir par le Portugal jusqu'en France. Enfin, de la même façon, certains commencent à dire que le cuivre terminera, on n'en aura plus d'ici 2039. C'est une hypothèse, mais on ne sait pas si c'est une hypothèse basse ou haute. Ça veut dire que ce genre de projet, ça interroge. C'est-à-dire à quoi ça sert? Est-ce que c'était vraiment utile d'utiliser du cuivre que pour des raisons décoratives? Alors par ailleurs, il est très utile pour des raisons techniques, en termes de performance, pour d'autres usages. C'est cette question-là qu'on voulait vous poser en rapprochant ces deux images. C'est-à-dire que le béton, c'est pareil. Le béton, on le généralise, on l'utilise pour tout, pour des raisons essentiellement de coût et de facilité de chantier, voire d'habitude. Mais le béton, c'est un matériau exceptionnel, mais pour faire des choses exceptionnelles. De la même façon, le plastique, le béton, c'est un peu le plastique du bâtiment. Le plastique, on en a besoin pour faire des produits médicaux, par exemple, pour faire un cœur artificiel, pour faire des choses extrêmement pointues, minutieuses, etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour faire des chaises de jardin, alors qu'on pourrait avoir des chaises en bois, et ça va très bien. Enfin, se resituer dans le temps, c'est aussi s'interroger sur l'image, parce qu'une image, notamment avec la capacité d'avoir des images photoréalistes extrêmement précises, on en arrive à ce genre d'absurdité, c'est-à-dire promettre à notre client, et puis se promettre un peu à soi, qu'on va réussir à parvenir à un instant T extrêmement exact, totalement fini du projet, qui est à la fois un mensonge, parce que ça n'arrive pas, c'est pas comme ça, mais en plus qui s'interdit d'avoir ce dont parlait Raphaël Laure, c'est-à-dire d'avoir dans le chemin du projet des bifurcations, des changements d'avis, un capotage différent, une façade qui va changer, un rapport au fini, au projet qui diffère. Là, on fait une promesse avant même d'avoir touché quoi que ce soit, on fait une promesse qu'on va s'obliger à tenir et du coup s'interdire d'avoir la souplesse de consommer moins de matière, moins d'énergie grise, de s'adapter au lieu, de s'adapter aux aléas, etc. Comme dans ce projet-là, qui est un bricolage avec ce qu'il y avait là, et avec ce travail qui est assez beau, un travail de brûlis du bois, qui permet d'avoir ce travail noir, etc., mais qui est une improvisation sur site, ou pendant le temps du projet, et personne ne pouvait prévoir ce résultat-là. On pouvait encore moins le prévoir dans une image 3D. C'est vraiment s'autoriser la souplesse du travail en cours qui se fait. De la même façon, une question que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel, la généralisation des types de missions, c'est d'être payé au pourcentage. Et le coût des travaux, le montant des travaux, c'est en fait, on pourrait quand même dire que c'est de l'énergie grise. C'est-à-dire que c'est de la matière consommée et de l'énergie consommée pour produire cette matière, la mettre en œuvre, etc. Donc on est quand même payé au pourcentage d'énergie grise consommée. Et pour gagner plus d'argent et vivre de notre activité, on a quand même intérêt à consommer de l'énergie grise, ce qui est vraiment une absurdité. Du coup, et ça on n'a pas de recette encore, hein, c'est une négociation à venir et à travailler avec chaque client, ce serait quand même plus vertueux d'arriver à vendre du temps de conception, du temps de réflexion, moins promettre, et plutôt promettre des démarches, c'est-à-dire réfléchir sur des méthodologies, notamment ce que fait l'exemple que nous donne régulièrement Patrick Bouchin. Là, c'était un de ses premiers projets manifestes, c'est les usines LU à Nantes. Il est venu au concours, il est le seul candidat à s'être présenté sans projet. Il est venu simplement avec une méthodologie. Il a dit, voilà, client, je vais faire comme ça.
je vais m'organiser comme ça, je vous propose de faire comme ci et comme ça, et ainsi on consommera moins de matière, ça nous coûtera moins cher, ça prendra un peu plus de temps, mais on pourra évoluer comme ci, comme ça, etc. Et bon, là, il se trouve qu'il avait un client très ouvert, et le projet a très bien fonctionné comme ça. Dernière chose, pour se resituer dans le projet avantageusement, c'est aussi parfois de ne pas faire, tout simplement. Et parfois, juste d'accompagner une réalité qui est là. Je vous cite juste un exemple, un projet de Lacaton et Vassal, interrogé à cette époque par la communauté urbaine de Bordeaux, qui leur demande de repenser une place, une petite place, la place Léon au Coq à Bordeaux. Et Lacaton et Vassal se rendent sur place et trouvent que la place, franchement, elle est très bien. Elle fonctionne, il y a de l'activité, il y a de la sociabilité, il y a un marché qui s'installe de temps en temps. Enfin, franchement, pourquoi se donner du mal? Utilisez le budget prévu à la transformation uniquement pour vous assurer un bon entretien, juste pour faire le boulot régulier, etc. Donc cette place n'a jamais changé. Elle est juste bien entretenue. J'ai essayé dans ce temps-là de réfléchir à ce que ce serait cette réorientation, donc la transition vers où, comment on se redirige, en ayant interrogé tous ces éléments de l'histoire et du positionnement en fait de l'architecte, du designer. On se positionne. J'ai essayé de réfléchir à ce que ce serait cette redirection écologique en termes d'espace, en termes de sens, de sensibilité, de sensualité, d'éveil des sens et de rapport au temps. Tout ça à l'aune d'une reconquête d'une relation plus sauvage, au sens de plus libre à l'élaboration du projet et au résultat qui est bâti. Et donc pour aller tout à fait dans la continuité de ce que disait Emmanuel, ne pas faire, c'est déjà une première bonne manière de faire. Et je pense que si vous êtes baladé à Paris récemment, vous avez tous vu ces affiches. Alors je ne fais pas la pub pour cette entreprise, mais malgré tout, affiché dans le métro parisien en 2020, si on se resitue 10 années en arrière, jamais on n'aurait vu ça, fier de ne rien produire, ce n'est pas neuf, c'est nouveau. Dans la question de réinterroger la conception pour la situer à un autre endroit qui n'est pas l'ex nihilo, mais qui est de faire à partir de, ça a 10 ans en réalité. C'est extrêmement neuf, c'est une part de renonciation pour nous à une part de notre métier, tel qu'on l'imaginait avant, pour créer une autre façon de faire notre métier. Je repense à ce qui a été dit hier par Marin Schaffner sur le bricolage, qui est un terme qu'on pourrait percevoir comme assez péjoratif par rapport à ce qu'on peut faire, mais malgré tout, c'est retisser le lien avec les Robinsonades dans notre capacité à faire avec ce qui existe, réinventer, défaire pour refaire. Et donc je trouvais assez jolie aussi cette image d'Arturo Bardolo, qui est un jeune artiste portugais, qui parle de l'introduction du monde sauvage, de la réintroduction du monde sauvage dans nos villes, et qui fait cette espèce de sculpture qui essaye en fait de nous dire qu'on n'accueille plus le sauvage, que le sauvage est intriguant, inquiétant, et puis qu'en plus il est en voie de disparition du fait de nos déchets qui investissent tous les espaces naturels qui restaient. Et donc lui, il fait ces espèces de grandes peintures, sculptures, collages dans les espaces urbains pour lesquels il utilise en fait les déchets pour refaire ces animaux, quoi, comme si c'était un espèce de cycle comme ça qui éveille une certaine étrangeté. En fait, on fait de l'art avec des déchets et pour parler en fait des effets des déchets sur les espaces naturels. Pour ce qui est purement du design objet, je voulais vous montrer quand même quelques exemples sur la plus-value de cette histoire de défaire pour refaire, c'est-à-dire de faire avec l'existant. Le premier exemple que je vous ai amené, qui est une valorisation pour moi extrêmement importante, qui est une valorisation économique et territoriale, de valoriser les filières, en fait, de valoriser le travail des entreprises, de valoriser de nouveaux métiers. Et c'est ce que fait Bellastock dans tout un tas de projets. Puis là, j'en ai choisi un parmi plein d'autres que vous trouverez sur Internet. Donc, Bellastock, c'est un nouveau métier, en fait. Ce sont des gens qui sont, pour certains d'ailleurs, dans les fondateurs des architectes. Ce sont des gens qui ont inventé un nouveau métier qui est une sorte d'articulateur entre les entreprises, les maîtres d'ouvrage et les architectes pour travailler le cycle court. Alors quand je dis que c'est le recycle court, c'est-à-dire recycler la matière qui existe pour faire avec ce qui est disponible sur le territoire. Donc ici, ils ont créé pour
l'école des arts de Saint-Denis, du mobilier, qui a un aspect quand même relativement contemporain. Mais là où c'est intéressant de se demander comment ils ont fait ça, c'est qu'en fait, ils ont utilisé la déconstruction d'un transformateur électrique. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un transformateur électrique. En fait, c'est pas bien joyeux. C'est a priori un objet qui a peu de valeur. Et on recrée de la valeur avec le design en réutilisant les déchets de la démolition de cet ouvrage-là. Autre type de valorisation aussi que permet ce défaire pour refaire, ça faire avec ce qui existe, c'est une valorisation sociale aussi. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Du mobilier, designé en fait, non pas par des designers ou accompagné par des designers, mais surtout fabriqué par des personnes en insertion. Donc il y a aussi toute cette dimension de l'utilité sociale de ce qu'on apporte dans les territoires avec ces nouveaux métiers qui se créent et qui partent de l'existant. Et puis bien sûr il y a la valorisation de la ressource. Alors là j'ai choisi deux exemples divers. C'est Déborah qui vous parlait cette semaine des tubes carton qu'on peut utiliser, qui viennent du tissage, du tissu. Et donc évidemment Shigeru Ban qui est très connu pour ça, qui utilise ces déchets, on va dire, ce qui serait parti au recyclage directement, parce que ça a une vertu, une résistance mécanique pardon, qui est très forte. Donc il fait des assises. Puis une autre illustration aussi pour dire que la nature peut ressurgir d'une bouteille en plastique, ce qu'on n'imaginait pas, mais finalement on fait aussi du design avec du déchet qui sont des bouteilles en plastique, donc ces petites plantes qui poussent. C'est très anecdotique, mais c'est pour vous dire qu'en fait il y a tout un tas d'expressions et tout un tas de bénéfices tiers en fait à cette idée de la remobilisation de la matière ou des ouvrages pour faire du nouveau donc. Et c'est valable aussi pour l'architecture. Alors là j'ai choisi un peu sciemment mes trois exemples, donc ce trois exemples de bâtiments réalisés avec de la récup. Le premier, c'est le pavillon Encore Heureux qui a été installé à Paris, qui a été réalisé avec des portes. Donc c'est entièrement confectionné avec d'anciennes portes palières. Bon, ça interroge pour moi assez fortement sur... Alors la démarche, c'était comme une démarche militante, c'est pour montrer des choses. En revanche, ça répond encore pas tout à fait à des sujets d'esthétique, de ce à quoi ça ressemble, de comment on gère la finition de tout ça, etc. Et ce bâtiment manifeste montre une sorte de détournement en fait intéressant des ouvrages. Le deuxième, c'est, alors ça je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à regarder, le travail du Rural Studio. C'est Andrew Frears qui est décédé maintenant, qui a lancé ça. C'est un studio qui est un studio d'architecture en fait, qui n'est constitué que d'étudiants en Alabama et qui a une espèce d'atelier de travail qui est né suite à l'ouragan Katrina qui avait tout ravagé, et donc il fallait reconstruire pour des populations extrêmement pauvres. Et donc pour ce faire, et avec aucun moyen, Andrew Frears a emmené ses étudiants pour voir ce qu'ils pouvaient faire sur place, avec beaucoup de travail sur la charpente bois, mais aussi beaucoup de réutilisation de matériaux, d'éléments en plastique, voilà, ou ici, pour réaliser cette chapelle, d'éléments en verre qui ont tous été récupérés, recintrés, pour fabriquer un lieu pour ces communautés-là. Le troisième exemple, très connu aussi, c'est pour cause de Pritzker, c'est le travail de Wang Shu et de son épouse Lu Wenyu, le musée de Ningbo en Chine, que je suis allée voir, qui est extrêmement impressionnant, pour lequel il réutilise cette technique du wapan. Alors, il ne l'utilise pas vraiment, c'est pour ça que là aussi, totalement dans la suite de ce que disait Emmanuel, il faut être curieux sur ce que vous voyez. Le wapan, c'est une technique de construction traditionnelle chinoise qui fait qu'on construit en ossature bois, on remplit avec des briques, de la tuile, des éléments en terre cuite, ou crue, grosso modo. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a des tremblements de terre dans beaucoup de ces régions-là, ça bouge, les maisons traditionnelles bougeaient, ça s'écroulait, et on était capable de reconstruire en prenant les éléments et en refaisant la maçonnerie. Donc c'était une espèce de cycle du bâtiment comme ça qui se recrée en permanence. Donc lui, il est arrivé sur ce site-là, il y avait des déchets, il a voulu réutiliser ces déchets en retravaillant cette espèce de texture là, un peu étrange qui fait les façades. Mais attention, soyez curieux aussi, c'est décoratif uniquement. C'est-à-dire que oui, c'est réutilisé, mais ça n'est pas la technique traditionnelle avec de l'ossature bois. Il y a un énorme mur béton en fait derrière, et puis contre le mur béton, on a monté ces éléments-là. Donc c'est effectivement une forme de réutilisation, mais qui a une vertu plus décorative que structurelle au sens de ce qu'elle était au démarrage. Moi, je voulais vous parler ensuite d'autre chose, qui est cette question de la reconnexion nécessaire, qui me semble nécessaire pour nous, enfin en tout cas que j'essaie de pratiquer moi aussi dans ma vie de maître d'œuvre,
cette reconnexion au monde sensible, c'est-à-dire au sens, et la reconnexion à la matière. Le monde sauvage, il est fait de ça, il est fait d'odeurs, de toucher, il est visible, et ça nous remet, nous, quelque part, comme architectes, nous reconnecter à ça, c'est-à-dire se couper du BIM, se couper de l'ingénierie, se couper de la RT 2020, se couper de tout ça. Ça a du bon de temps en temps pour essayer de se resituer dans un cycle qui est bien plus proche de celui de la nature que de la maîtrise d'œuvre telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et donc, je voulais vous parler de matière, ça me semblait important, et de comment on utilise la matière avec le moins de transformation possible pour être le plus proche d'un état naturel de cette matière qui a vocation, la nature, elle nous fournit de la ressource et quelque part on aurait vocation quelque part à pouvoir lui rendre ensuite. Et donc j'ai essayé de chercher ces architectes et ces architectures qui permettaient, dans une relation plus douce, c'est-à-dire pas une non-relation, on ne ferait plus rien, mais comment introduire une relation plus douce à la nature, où on emprunte pour pouvoir ensuite restituer. Et ça me semble, moi, une belle manière d'entrer dans l'architecture. Le premier travail que vous voyez ici à gauche, c'est le travail de Martin Rauch. Donc là, je vous invite aussi à aller voir sur Internet ce qu'il fait, cet homme-là, qui est un homme très discret d'ailleurs, extrêmement gentil, mais très discret, et qui accompagne beaucoup de confrères sur la construction en terre. J'ai fait attention de vous amener des images des intérieurs, parce que dans tout ce que vous allez voir ensuite, la particularité de cette matière et la possibilité qui nous est donnée de reconquérir un rapport sensuel au bâtiment, c'est que finalement, cette matière-là, elle est dedans et dehors de la même manière. C'est-à-dire les espaces intérieurs sont faits de la qualité de ce qui fait enveloppe. Hein, on n'est pas derrière un BA13, on n'a pas une couche de peinture, etc. Ce sont des architectures qui admettent et tolèrent qu'il y ait un rapport d'enveloppe qui fasse que la matérialité extérieure est la même que la matérialité intérieure et que cette matière brute, extrêmement peu transformée, peu travaillée, fait ambiance. On n'est pas obligé de rentrer dans des technologies extrêmement complexes pour arriver à faire ça, et on sent bien qu'on est dans des espaces qu'on a envie de toucher. Tout le monde a envie de toucher les murs en terre. Quand on rentre dedans, on veut se reconnecter là, à ce moment très immédiat qu'on peut avoir, nous, en tant qu'être humain et sensible, de toucher la matière. Deuxième exemple, toujours en terre, ici, c'est le travail de Francis Kéré, et pas Francos, pardon, grosse faute d'orthographe de ma part. Francis Kéré, qui est burkinabé, qui a son agence en Allemagne, qui est un type aussi que je vous encourage à écouter sur YouTube, qui est quelqu'un de formidable, qui est un très bon ami, et qui est extrêmement généreux dans ses explications sur l'approche du projet, dont vous allez apprendre plein de choses, et qui construit beaucoup en Afrique, pas mal au Burkina. Là aussi, vous voyez, avec ce travail sur les ambiances intérieures qui sont immédiatement connectées entre dedans et dehors. Dans la même veine, pour vous montrer que l'architecture peut naître directement du sol, Anna Heringer, là aussi vous allez trouver des choses merveilleuses. Il y a des têtes formidables d'Anna, qui est une jeune architecte, enfin jeune, elle a mon âge, jeune donc, jeune architecte autrichienne, qui a beaucoup travaillé au Bangladesh. L'exemple de cette école, là, est frappant, puisqu'elle a construit avec le sol, avec la glaise, avec la boue en fait du sol qui était sur place. Elle n'est arrivée avec rien et elle a construit avec uniquement ce qui était sur place, non pas une petite maison mais une école. Donc on rentre quand même déjà dans une échelle qui est très importante. Et non seulement elle est arrivée avec ce qu'il y avait là, mais surtout elle n'avait pas dessiné le projet en amont. Il s'est élaboré sur place à partir de ce qui était possible de faire avec les savoir-faire locaux. Hein, donc la manipulation des bois, des bambous pour faire des structures, etc. Elle est allée visiter, elle est allée voir tout ça, elle a discuté avec pas les artisans, parce que là-bas il n'y a pas d'artisans dans ces villages, c'est extrêmement reculé, il y a simplement des gens qui construisent leurs maisons. On revient avec la connexion avec le vernaculaire de l'architecture sans architecte, c'est-à-dire on sait faire. Et ce savoir-faire peut faire architecture ensuite derrière, peut trouver sa traduction extrêmement contemporaine et ses propres ambiances. On ne refait pas d'architecture populaire, folklorique, néo, je ne sais pas quoi. On trouve une nouvelle traduction. On voit ici ces ambiances intérieures, elle travaille sur les textiles aussi, elle a même fait une exposition uniquement dédiée à ces textiles-là et au savoir-faire, à l'artisanat. C'est fait sur place, dans le village, c'est mis en œuvre là, et voilà, on a tout le projet. Un peu de terre, un peu de glaise, et de toiles tendues, et en réalité, on a des espaces vraiment que je trouve de très grande qualité. Autre exemple, la pierre.
La pierre massive, alors là, je vais parler de quelque chose que je connais très bien, puisqu'il s'agit du travail de mon père, mais une fois n'est pas coutume, c'est la première fois que je parle du travail de mon père, pour tout vous avouer. Là aussi, c'est un discours très fort sur notre relation à la matière telle que. Il part dans les carrières, il fait tailler des énormes blocs qui font 2,05 m par 52,5 d'épaisseur, qui pèsent 2 tonnes chacun, et qui sont simplement posés, alors avec un travail de calpinage absolument considérable pour que ça ressemble à quelque chose derrière, donc il y a un savoir-faire dans la conception et l'agencement de ces éléments, mais le discours très fort porté, c'est de se dire que ces blocs-là, alors là aussi, il est sur place, hein, c'est pas comme un Heringer, mais Gilles, il vient, il est là, il sait manipuler les outils comme les ouvriers, et donc on met les mains dans le cambouis pour pouvoir faire le projet. L'idée, c'est que ces éléments sont tellement gros que quelque part, comme un jeu de Lego, quand on voit les enfants jouer, on fait, on défait, on peut refaire à côté. Il y a une démontabilité de l'ouvrage qui est extrêmement forte du fait que c'est de la vraie pierre, elle est massive, c'est pas un élément collé qu'on peut défaire qu'en le cassant, ce qui est le cas de la pierre agrafée par exemple. Là aussi, vous pouvez avoir des aspects de pierre, en fait, tout est collé. Dernière image sur bois et bambou. Alors j'ai rien mis sur le bois parce que le bois, je pense que vous connaissez ça par cœur, mais la construction en bambou et le travail sur les ambiances intérieures en s'adossant à ce qu'est le matériau, sa dimension, sa résistance, ses sections, et c'est ça qui fait ambiance, et non pas notre volonté posée là, et puis on a un projet, puis on se débrouille pour que les choses rentrent dedans. Non, en fait, on arrive dans un lieu, il y a de la matière possible, il y a de la ressource disponible et on fait avec ça. C'est une toute autre manière d'avoir le projet. Dernière petite image, alors là, on va reconnecter ce qui s'est dit un peu plus tôt ce matin. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, moi, en tant qu'architecte, très fortement, c'est de m'interroger sur comment, nous, dans le bâtiment, on peut faire rentrer le vivant. Comment on peut devenir support du vivant. Comment est-ce qu'on peut être relais du développement d'une forme de biodiversité, qu'elle soit faune ou flore d'ailleurs. Je vous ai mis plusieurs choses différentes. D'abord, l'attention toute particulière qu'on peut avoir quand on est sur un site et si vous travaillez sur une maison et qu'il y a un jardin et que vous allez trouver des murs. Dans ces murs, il se passe bien souvent des tas de choses parce que les petites plantes accueillent une petite faune et que tout ça, ce sont souvent des micro-milieux et que ce qui peut vous apparaître comme étant un mur est en fait un lieu de vie. Et que ça demande d'avoir cette intention particulière, voire de la rendre possible à nouveau. Et de laisser passage de la faune à certains endroits, etc. Donc d'agir aussi avec une certaine délicatesse sur le site, et on en a eu un exemple assez magistral un peu plus tôt ce matin. Deuxième élément, ce que vous voyez ici à gauche, là, c'est la façade d'un bâtiment qui se trouve à Dijon, qui s'appelle la Bourdonnerie, pour la simple et bonne raison, ce sont des logements derrière, hein. La simple et bonne raison que toute la façade est faite d'un grand hôtel à insectes. L'idée étant d'accepter à nouveau les insectes et de les accueillir, y compris dans le bâtiment, et que ceux-ci puissent venir là, trouver un relais, et ensuite avoir leur chemin vers ailleurs. Le dernier exemple, c'est un exemple d'un concours qu'on a rendu, cette fameuse deuxième place aussi. J'aime à croire que c'est le meilleur projet en fait qui arrive deuxième. ce projet qui se situe sur l'île Saint-Denis donne sur un parc. Et donc moi j'avais pour idée, c'est une commande de parking. Alors autant vous dire qu'un parking c'est sexy comme tout quand même, hein. Un parking silo, on est vraiment dans la joie architecturale en termes de programmation. Et donc moi je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de ça et que donc il fallait que je mette cet ouvrage, puisque c'était déjà au service des bagnoles, que je mette cet ouvrage au service du parc qui est juste à côté. Et que donc la façade soit constituée de telle sorte qu'elle puisse être un relais de végétation qui vient du sol puisqu'on a travaillé uniquement avec des grimpantes, relais de végétation et puis relais de la petite faune aussi puisque la façade est dessinée avec des éléments de bois et des éléments de treillis pour accueillir de petits éléments d'hôtel à insectes aussi ça et là en corrélation avec le jardin. Et puis comme on avait la chance d'être sur le territoire de Bellastock, effectivement on a fait un très grand audit pour se dire que la façade ne pourrait être constituée que d'éléments issus du recyclage. Et donc on a identifié toute la filière qui pouvait nous donner les câbles, les éléments de bois, les descentes de pluviales. En gros de se dire que tout ce on essaie de tout obtenir par la deuxième vie avant de se poser la question de travailler avec du neuf.
qui est là aussi, pas ajouter un petit coup de recyclé, mais partir de ce qu'on a disponible là comme matériaux stockés pour pouvoir faire le projet. Ce qui demande aussi d'accepter qu'on se dise que la façade ne ressemblera pas à ça. Et ça, on l'a dit très clairement au maître d'ouvrage. Je ne l'ai pas sous la main encore, le type qui va me donner les éléments de bois et de treillis. Et donc, accepter que la façade bouge, monsieur le maître d'ouvrage. Accepter que la façade ressemble à autre chose au moment de sa réalisation. Et puis surtout qu'elle varie. Et moi, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que ce rapport au sauvage et à la nature, ça doit nous interpeller aussi sur notre acceptation des imperfections et des altérités. Produire de l'objet ou du bâti pour qu'il ne bouge plus jamais, que l'utilisateur respecte stricto sensu les lieux, n'en fasse rien, que ça ne vieillisse pas, que ça ne s'altère pas, et que tout ça soit comme un univers stérile et immobile, c'est extrêmement triste. Et nous, notre positionnement, et c'est bien de revenir vers ça, c'est-à-dire de revenir sur Terre, on est parti très très loin dans la galaxie pour essayer de trouver des solutions techniques, et Bruno Latour, il nous invite à revenir sur Terre et partir de ce qu'il y a sur Terre pour aller dans la direction de la transition. Ne pas partir dans l'espace, ne pas pour autant revenir vers des attitudes de repli traditionnaliste, nationaliste, de renfermement, puisqu'il y a du savoir partout, il faut continuer à avoir ça, mais bien de partir des conditions de ce qui existe sur Terre pour entretenir en fait ce dialogue avec le vivant. On en fait partie, et donc ce qu'il appelle le terrestre, c'est un acteur comme un autre du milieu dans lequel on vit. Dans nos discussions, c'est quand même aperçu, c'était un point très très positif de notre discussion, c'est que l'espèce de profil qu'on essaye de dessiner, qui a été abondamment profilé depuis hier, de concepteurs qui donnent un peu plus de temps, c'est le temps sauvage, qui accepte l'aléa et qui accepte de bricoler au sens juste du terme, le plus intéressant, avec ce qu'on lui donne, avec des éléments. Et ce concepteur qui pourrait aussi avoir un rapport beaucoup plus localisé et pas distancié. On a entendu parler ce matin d'un projet qui se concevait à Paris pour une réalisation au Vietnam. Voilà, pas ce genre de choses. Mais ce concepteur-là, ça pourrait être vous, et ça pourrait vraiment être un étudiant de l'école Camondo. Et on en veut pour preuve ce travail pédagogique de Marie Compagnon et de Jeanne Tinel à l'école qui, il y a quelques années, donnait cet exercice qui s'appelait simple multiple, qui était exactement ça, c'est-à-dire, voilà, vous avez un élément, comment vous pouvez l'enchanter, comment vous pouvez réussir à en faire autre chose, à le transformer, mais pas le transformer avec de l'énergie grise, mais le transformer vraiment avec intelligence, avec réflexion, et puis et avec poésie. Je crois qu'il y a une autre image, voilà. C'était une histoire de paroi. Et vraisemblablement, dans un monde, je cite encore Raphaël Bénard, on pense que possiblement on va avoir un pic de l'architecture dans une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on va cesser de construire. On aura construit assez, ou on aura trop construit d'ailleurs. On passe de plus en plus de temps à l'intérieur et la pollution et les aléas climatiques vont faire aussi qu'on va passer beaucoup plus de temps à l'intérieur. Et donc l'architecte de demain, vraisemblablement, il est quand même architecte d'intérieur. Et il est architecte d'intérieur, il sera un bon architecte réemployeur, réutilisateur, non pas de l'énergie primaire ou de la forêt ou du végétal, mais de ce qu'il y a autour de nous dans l'environnement urbain, dans l'artificiel, dans le réemploi. Il sera un bon architecte s'il est un bon designer aussi. C'est-à-dire que s'il arrive avec rigueur, avec un vrai sens plastique et une connaissance de la réalité concrète des éléments, qui s'autorise à toucher les choses, à savoir les manipuler, à savoir comment elles marchent, comment elles doivent marcher thermiquement, énergiquement, etc. Cet architecte, ça peut être vous, ça peut être vraiment un architecte de l'école Camondo. Merci beaucoup.